Alors, mes chers collègues, nous allons maintenant entendre messieurs Patrick Kessel et Alain Sexic, président et vice-président du comité Laïcité République. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier sur le site internet du Sénat. Monsieur Kessel, journaliste de profession, vous avez été grand maître du Grand Orient de France. La commission d'enquête a également entendu l'actuel titulaire de cette fonction et membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Vous êtes président du comité Laïcité République depuis 2009 et depuis 2013 membre de l'Observatoire de la laïcité. Monsieur Sexic, instituteur de formation, vous avez été nommé inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en septembre 2013. Membre du Haut Conseil à l'intégration, vous avez participé à l'élaboration du rapport sur les défis de l'intégration à l'école et dans le cadre du comité laïcité, vous avez rendu un projet d'avis sur l'expression religieuse et la laïcité dans les établissements publics de l'enseignement supérieur en France, où vous recommandiez, entre autres, l'extension à l'université des dispositions de la loi du 15 mars 2004. La Commission a souhaité recueillir vos analyses des difficultés rencontrées par l'école dans la transmission des valeurs de la République et notamment de la laïcité. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les solutions à mettre en œuvre pour rétablir l'école dans sa mission d'intégration et de formation des futurs citoyens. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter tour à tour serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc tout d'abord, monsieur Sexic, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Et ensuite, monsieur Kessel, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part l'un et l'autre de vos observations durant 5-10 minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Qui commence? Patrick Kessel. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, tout d'abord merci de prendre le temps de nous auditionner. D'un mot pour vous rappeler d'où nous parlons, le Comité Laïcité République est une petite association créée en 1989 dans la foulée de ce qu'on a appelé la première affaire du voile pour défendre et promouvoir la laïcité. Parmi les personnalités fondatrices, Elisabeth Badinter, Henri Caillavet, Jean-Pierre Changeux, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Catherine Kinsler, Albert Memmi, Claude Nicollet, Jean-Claude Pecker, Yvette Roudy, un certain nombre d'autres, mais ce sont des noms qui ne vous sont pas inconnus. Notre vocation est d'intervenir dans le débat d'idées. Nous ne sommes pas une organisation syndicale. Le contexte général, vous le connaissez. Historiquement, les débats sur la laïcité et l'école constituent un élément récurrent de l'histoire de la République, marqué pas seulement, mais principalement par l'évolution de rapports de force entre l'Église et l'État. Il a porté principalement sur la question des financements des écoles privées, avec une succession de lois depuis 1945, les lois Debré, Guermeur, les accords Langue-Cloupet, plus récemment, et je salue sa présence, M. Carl, dans la loi qui porte son nom, qui aboutit à une forme de parité dans les financements publics entre écoles publiques et écoles privées. Cette question, de notre point de vue, demeure aujourd'hui une question d'actualité, au vu des difficultés de l'école publique, de la nécessité des moyens, même si toutes les solutions ne sont pas bien évidemment d'ordre financier, si nous ne voulons pas que l'école publique en France devienne l'école des pauvres, comme cela peut exister, par exemple, outre-Atlantique. Nous rappelons aussi qu'il y a encore 600 communes en France dotées d'une ou plusieurs écoles privées et qui n'ont toujours pas d'école publique. Pour autant, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est d'aborder les questions qui se posent de l'intérieur de l'école publique, dès lors qu'elle est l'objet d'attaques portant sur le contenu de l'enseignement, sur l'égalité en droit des élèves, la liberté de conscience et donc sur la laïcité. Les revendications identitaires pèsent désormais sur l'ensemble de la société, les services publics et l'école en premier lieu. Ce que nous annonçait Régis Debray est devenu réalité. Le droit à la différence a débouché sur une tentation de différence des droits.
Plusieurs ouvrages importants nous avaient pourtant alertés, ou des études importantes, le rapport de la mission Debré sur la laïcité à l'école, la commission Stasi, plusieurs ouvrages, dont l'ouvrage collectif publié sous la direction d'Emmanuel Brenner en 2002, Les territoires perdus de la République. Nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. En 2003, le rapport Aubin, du nom d'un des directeurs, des rédacteurs, inspecteurs généraux d'éducation nationale, mettait en lumière les graves difficultés suscitées par la montée des différentialismes. Commandé par un ministre de l'Éducation nationale, ce rapport pourtant fut considéré comme politiquement incorrect puisqu'il fut empêché un temps de publication. Il soulignait, je cite, la montée en puissance du communautarisme religieux, le plus souvent musulman, objet d'un refoulement ou d'un déni généralisé. Parmi les principales difficultés, le rapport citait le port de signes religieux, les fillettes voilées dont tout le monde a entendu parler, les questions liées à la nourriture, le refus de mixité, des tables de cantine séparées par communauté, parfois même des toilettes séparées entre enfants dits purs et enfants dits impurs, le refus de certaines activités corporelles et artistiques, la contestation du contenu de certains enseignements en sciences de la vie et de la terre, considérés comme une croyance au même titre que le créationnisme, contestation en histoire, en littérature, en philosophie, contestation très fréquente des auteurs des Lumières et de la laïcité, constat d'un prosélytisme et d'une stigmatisation agressive par les plus religieux à l'égard d'enfants censés appartenir à la même communauté, la banalisation de l'antisémitisme qui a amené à rassembler des enfants dans certaines écoles de la région parisienne pour pouvoir assurer leur protection, les sorties scolaires qui constituent encore un sujet avec la question des mères accompagnatrices porteuses de signes d'expression religieuse et les pressions de groupes extérieurs sur les enseignants et aussi sur les personnels et directions des écoles. Le rapport disait que pour la première fois dans notre pays, la question religieuse se superpose au moins en partie à la question sociale et à la question nationale. Bien évidemment, l'école ne peut pas traiter seule ce problème, mais le rapport concluait que la stratégie de l'évitement des conflits par crainte de la médiatisation donne le sentiment d'impuissance. Nous constatons aujourd'hui qu'elle nourrit la montée du populisme et la montée de certaines formations politiques à des fins de stigmatisation. Vous avez ici même réécouté M. Aubin le 5 mars 2013, et dans le compte-rendu que j'ai pu en lire, il déclarait que depuis cette date, le rapport, la situation s'est aggravée. Une étude officielle serait très utile. J'ai, pour ma part, formulé la demande au sein de l'Observatoire de la laïcité. En vain, les parlementaires pourraient peut-être la reprendre. Bien évidemment, l'école n'est pas une exception, mais on ne peut analyser cette situation sans la mettre dans son contexte. Ce mouvement de communautarisation touche toute la société. Les prisons, la justice, l'armée, les hôpitaux, les crèches, avec l'affaire Babilou, et je salue Madame la Présidente, initiatrice d'une proposition qui prend désormais la forme d'une presque loi, puisqu'elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, et même si elle est loin du projet initial, elle permet d'inscrire dans le marbre ce qui n'était qu'une difficile décision de justice. Elle se pose la question dans l'enseignement supérieur. Au moment où je vous parle, le directeur de l'UIT de Seine-Saint-Denis et 6 autres personnes sont encore menacées de mort. Et puis dans les entreprises, vous le savez, les questions se posent de plus en plus de relations, non pas seulement de revendications de nature religieuse, mais de revendications sociales religieuses qui posent problème, notamment dans l'égalité entre hommes et femmes. Ainsi, le directeur de l'entreprise Paprec, M. Petit-Huguenin, a-t-il fait adopter dans son entreprise une charte de la laïcité qui est sans aucun doute une bonne perspective. Nous savons, vous savez, qu'en droit, cette charte n'aurait pas grande chance de résister à la situation actuelle du droit. Sur ce sujet aussi, une étude serait utile. J'en ai également formulé en vain la demande. Que faire ? La mission laïcité du Haut Conseil à l'intégration, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer sous la présidence d'Alain Sexig, ici présent, avait formulé des propositions qui méritent d'être revisitées. Certains font valoir que la loi de 1905 ne s'appliquerait qu'au service public. Pour autant, cette laïcité publique n'épuise pas le sujet face aux revendications différentialistes. Faut-il légitimer
lorsque sont en cause la liberté de conscience des enfants, par exemple dans les crèches, dans certaines crèches, et bien évidemment, je parle des crèches qui ont choisi d'être laïques et sur financement public. Il ne s'agit pas d'interdire d'autres crèches. Lorsque sont remises en cause l'égalité des droits, je viens de l'évoquer, dans l'entreprise. Que faut-il faire? La polémique laisse entendre qu'il y aurait les partisans de la loi et les opposants à la loi. Pas nécessairement. Lorsqu'il est possible, et c'est dans votre sagesse que nous attendons des perspectives, lorsqu'il est possible d'agir autrement, et notamment par voie réglementaire, il ne faut pas hésiter à le faire. Mais ce qui est certain, c'est que la situation actuelle et le déni ne sont plus aujourd'hui des situations acceptables. Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, qui ont tué des caricaturistes partisans de la liberté de conscience, qui ont tué des juifs et des policiers pour ce qu'ils étaient, après le fantastique sursaut du peuple, des élus, du président de la République et du Premier ministre, nous sentons bien que nous agissons avec un révélateur profond de la crise culturelle. D'aucuns veulent y voir qu'une crise sociale. Nous pensons que la crise culturelle et la crise sociale sont les deux faces de Janus du même problème et que, bien évidemment, la laïcité ne peut pas tout résoudre, mais ce ne sont pas seulement des questions et des réponses sociales qui permettront de résoudre cette question. Nous sentons que la gauche et la droite sont divisées elles-mêmes, et dans leur corpus idéologique, et dans leurs intellectuels, et nous avons vu ces derniers jours les tribunes envenimées, avec parfois une sorte de guerre civile idéologique qui semble se développer. C'est dans ce contexte que vous intervenez. Nous nous réjouissons, nous qui avons souhaité la mise en place d'une commission parlementaire sur la laïcité, à l'instar de celle déjà citée que présidait en son temps Jean-Louis Debré. Nous avons formulé la demande auprès du Parlement. Pour l'instant, elle ne semble pas entendue, mais vous êtes là, nous nous en félicitons. Vous allez vous interroger, vous avez déjà largement commencé sur le devenir de l'école républicaine. Voulons juste rappeler avec Condorcet et les Lumières que l'école a pour but d'instruire tous les enfants, afin qu'ils deviennent des femmes et des hommes capables de penser par eux-mêmes, libres et responsables, égaux en droit et en devoir, quelles que soient leurs origines, la couleur de leur peau, les appartenances philosophiques, religieuses, politiques de leurs parents. C'est un message de fraternité et de citoyenneté, et en ce sens, le sacré n'est pas que d'ordre religieux, l'école est l'espace sacré de la République et doit être respectée à ce titre. La ministre de l'Éducation nationale a déclaré au lendemain des attentats que jusqu'à présent dans l'éducation nationale, le mot d'ordre n'était pas de vague, mais que désormais ce serait « on ne laisse rien passer ». Il est essentiel que cette promesse s'incarne dans la réalité, sauf à laisser les enseignants isolés face aux réalités et abandonner le terrain aux tenants de la stigmatisation. Différentes propositions vont être développées maintenant par Alain Sexig, spécialiste davantage que moi de l'école. Je souhaite simplement faire une suggestion en conclusion et proposer une petite réforme symboliquement forte, connotée conservatrice, que je pense en effet audacieuse. Aujourd'hui, nous constatons beaucoup d'enfants se considèrent aujourd'hui d'abord comme black, blanc, rub, feuge, homo, corse, breton, autant d'identités légitimes, mais peu d'entre eux se définissent d'abord comme citoyens républicains et français. Il y a un problème d'identité, d'autant qu'une partie d'entre eux ne se sentent pas français dans les écoles, par exemple, de la région parisienne, et ne se sentent pas davantage algériens, marocains ou tunisiens lorsqu'ils retournent en vacances dans leur famille, où ils sont dans un espace de no man's land d'identité. Il est donc, me semble-t-il, le moment est venu d'établir le port d'une tenue commune aux élèves d'une école. Cela se pratique outre-mer dans certains lycées de la République, dans des départements d'outre-mer. Cela se pratique dans des sports collectifs, dans les équipes de football et de rugby. Cela permettrait, même si ce n'est pas facile, même si cela peut aller contre une partie de l'opinion, mais cela permettrait d'afficher et d'affirmer un sentiment d'appartenance, un sentiment d'équipe, de solidarité, au-delà des différences légitimes de chacun, qui permettrait aux élèves de s'identifier à l'école, d'en respecter les règles, en restaurant l'autorité de l'instituteur, comme on essaie de le faire, d'un arbitre sur un terrain de sport. Ainsi serait résolue l'interminable question du port ostensible des signes religieux qui rebondit aujourd'hui à travers d'autres vêtements, sous d'autres formes,
et qui n'a aucune raison de cesser si nous ne nous donnons pas les moyens de traiter la question. Et cela permettrait aussi de traiter, au moins à l'école, la question de la discrimination sociale, où les enfants sont séparés selon la marque des vêtements qu'ils portent, entre ceux qui ont les moyens ou dont les parents ont les moyens de payer une grande marque et ceux qui portent les vêtements du grand frère ou de la grande sœur. Voilà, mesdames et messieurs, l'importance que nous accordons au sujet que vous abordez. Nous sommes d'une grande attention sur vos réflexions et vos propositions. Ces enjeux sont au cœur de la République et de la démocratie. Et au-delà des alternances politiques, nous pensons qu'il est important que sur chaque rive de la République, il y ait notamment des élus pour se pencher sur cette question et essayer de permettre à la République de franchir ce cap important. Merci de votre attention. Merci. Donc maintenant, la parole est à Alain Sexic. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir convié à m'exprimer devant vous. Vous avez rappelé, chère Françoise Laborde, que j'avais commencé ma carrière comme instituteur. Je travaillais dans le quartier de Belleville à Paris, 19e, 20e arrondissement, selon. C'est la rue de Belleville qui sépare les deux arrondissements. Et à cette époque, début des années 70, ça remonte à loin, entre nous, nous ne parlions jamais, jamais de laïcité. Dans les salles des professeurs, dans les salles des maîtres, nous n'en parlions jamais. Cela nous paraissait une chose acquise. Au pire, nous pensions que c'était une affaire de vieille barbe qu'il nous faudrait un jour revisiter, mais nous n'en parlions jamais et nous n'en parlions pas davantage d'ailleurs dans l'institution, dans la formation des enseignants. Nous avions progressivement abandonné ce qui était auparavant le socle de la formation des enseignants. Nous n'en parlions plus, y compris dans les centres de formation qui étaient à l'époque les écoles normales, puis les IUFM, un peu plus tard, aujourd'hui les SP. Nous n'en parlions pas, peut-être rituellement, une fois l'an, lorsque nos syndicats appelaient à des manifestations contre les subsides trop généreusement accordés à l'école privée, mais c'était à peu près le seul moment. Et nous n'en parlions pas jusqu'en 89, avec ce que nous pouvons nommer avec le recul la nouvelle querelle de la laïcité. 1989, première affaire de voile en collège, au collège Gabriel Havès de Creil. Encore, convient-il immédiatement de corriger, ce n'était pas la première affaire de ce type auquel un établissement avait été confronté. J'ai le souvenir que quelques années auparavant, au collège Pasteur de Créteil, collège Pasteur de Créteil, deux jeunes élèves, deux jeunes filles s'étaient présentées au collège en arborant ce qu'à l'époque on commençait tout juste à nommer le foulard islamique ou le foulard dit islamique. Ces nuances ont disparu maintenant du langage, nous parlons du voile. Et dans le collège Pasteur de Créteil, la réaction fut unanime de l'ensemble des enseignants, de l'ensemble de la direction, de l'ensemble des personnels de l'établissement, qui ne souhaitaient pas que des élèves puissent se distinguer de cette manière-là dans l'espace scolaire. Ils ont donc rédigé une lettre qu'ils ont adressée à leur inspecteur d'académie pour demander que dans le règlement intérieur de l'établissement soit stipulé que les signes et tenues manifestant une appartenance religieuse, comme on le dira des années plus tard, soient interdits. L'inspecteur d'académie, recevant cette lettre en octobre 85, a préféré s'en remettre, c'est souvent comme ça dans notre institution, au recteur de l'académie, qui, jugeant à son tour le sujet sensible, a adressé la requête au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. La réponse a été donnée dans le mois qui suivait. Octobre 85, la demande. Novembre 85, la réponse du ministre de l'Éducation nationale. C'était à l'époque Jean-Pierre Chevènement. Oui, bien sûr, il faut inscrire cet article dans le règlement intérieur. La réponse était donc positive et personne n'a entendu parler d'affaires de voile au collège Pasteur de Créteil, comme on n'aurait pu jamais en entendre parler par la suite, ou en tous les cas pas de la manière dont nous en avons entendu parler à partir de 89, si nous nous étions appuyés sur ce qu'on pourrait nommer la jurisprudence Chevènement en la matière. Avec la première affaire de voile, chacun s'en souvient, nous avons connu une quinzaine, à la suite de cette affaire de voile, nous avons connu une quinzaine d'années d'atermoiement
avec des positions qui traversaient, comme vient de le dire Patrick Kessel, la gauche comme la droite. Et il a fallu effectivement 15 années avant qu'on mette un terme à cette situation avec le vote de la loi du 15 mars 2004 à la suite des travaux de la commission Stasi et de la commission Debré. Il faut se souvenir ce qu'ont été ces 15 années. C'est-à-dire que dans une même académie, d'un établissement à un autre, l'attitude pouvait être absolument, radicalement différente. C'était aussi simple que cela. Certains acceptaient et d'autres refusaient que des élèves puissent arborer des signes d'appartenance religieuse. Et dans les deux cas, cela produisait en interne de la discorde, puisqu'il se trouvait toujours, bien entendu, des personnels pour s'opposer à la décision prise à l'époque par le chef d'établissement, car les chefs d'établissement étaient effectivement livrés à eux-mêmes à ce moment-là. Vote de la loi du 15 mars 2004, à la quasi-unanimité des parlementaires à ce moment-là, et elle a mis un coup d'arrêt à ces pratiques, certainement. Elle a remis à l'honneur le principe de laïcité, mais évidemment, ça n'était pas son objet non plus, cette loi n'a pas réglé tous les problèmes. Nous aurions voulu continuer à ignorer ces problèmes, que les incidents enregistrés dans les collèges, lycées et autres centres de formation après les tueries de janvier dernier nous obligeraient à considérer sérieusement ces problèmes. Quels sont-ils? Je vais en nommer quelques-uns sans prétendre bien entendu à l'exhaustivité. D'abord, celui de la formation des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. La grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, voulue par la ministre de l'Éducation nationale, essaie d'y répondre, avec la formation d'un certain nombre de formateurs qui, à leur tour, porteront ces valeurs de la République dans des stages de formation pour enseignants. Mais il faut bien être conscient que nous sommes là devant un chantier de longue haleine. J'ai tendance à dire qu'on en a pour 10, 15, 20 ans, voire davantage, car il faut le rappeler, nous avons, je le disais à l'instant, perdu beaucoup de temps sur cette question depuis 1989, mesurons 25 ans, un quart de siècle tout de même. Dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, on distingue aujourd'hui au ministère entre les étudiants de première année et les étudiants de deuxième année stagiaires. Ces derniers seraient soumis au principe de laïcité et de neutralité, quand les premiers, en leur fonction d'étudiants, en leur qualité d'étudiants, pourraient arborer, dans le cadre de leur formation, des signes et tenues manifestant une appartenance religieuse. Je pense qu'il faudrait être clair et dire que dès lors qu'on se destine au métier de professeur et qu'on sera évalué sur sa capacité à comprendre, transmettre et faire partager les valeurs de la République, eh bien, on doit accepter dès l'abord de respecter le principe de laïcité durant les temps de formation. D'autres problèmes d'apparence secondaire, mais qui, à intervalles réguliers, font une part, disons, de l'actualité médiatique. La question de la restauration scolaire, des cantines, qu'est-ce qu'on peut y manger, qu'est-ce qu'on doit ou non y présenter. À vrai dire, c'est une question qui n'est pas tout à fait nouvelle. Lorsque j'ai commencé comme instituteur, début des années 70 à Belleville, et que, pour arrondir nos fins de mois, nous surveillions la cantine, les instituteurs et institutrices, il n'était pas rare du tout que des élèves nous interpellent en disant « Madame, monsieur, est-ce que c'est du porc, ce que j'ai dans mon assiette ?» Je dois vous dire qu'à l'époque, la réponse la plus courante de la part d'instituteurs, pour l'essentiel mécréants, c'était « Non, 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 c'est pas du porc, tu peux manger, tu peux y aller sans même considérer ce qui était dans l'assiette. » Il y avait une réponse qui était beaucoup plus torturée de la part de certains collègues qui disaient « Oui, c'est du porc, mais tu peux manger, je prends le péché sur moi. » Et puis, il y avait la réponse de quelques-uns minoritaires dont j'étais qui disaient ce qu'il en était. Si c'était du porc, bien, nous disions que c'était du porc. Et ça te regarde, tu manges ou tu ne manges pas, mais nous veillions à ce moment-là à ce que l'élève en question ait un repas équilibré, mange davantage de légumes, l'entrée avec des protéines, etc., le fromage, le dessert. Bon. Donc ça n'est pas tout à fait nouveau comme question.
Mais elle a pris, il faut bien le reconnaître, une ampleur différente depuis quelques années, au point que cette question était mentionnée dans le rapport Aubin aussi, puisqu'il s'est même trouvé des intendants de collège pour mettre tout le monde à la viande halal en disant ça satisfait les uns, ça pose aucun problème pour les autres, puisque ça ne change rien au bout du compte. Et je crois qu'il faut faire une distinction très nette entre la prise en compte d'interdits de nature religieuse au sein de l'école, de la République. C'est la laïcité, ce n'est pas l'antireligion, et c'est l'honneur de la République et de son école de prendre en compte, de tenir compte d'un certain nombre de questions qui ont trait à la religion. Nous avons des fêtes dans notre calendrier républicain qui sont à l'origine de nature religieuse. Les élèves d'autres confessions que catholiques, qui sont inscrites au calendrier et qui sont des jours fériés pour tout le monde, notons-le immédiatement. Mais les élèves d'autres confessions peuvent demander, ou les personnels, des autorisations d'absence pour les fêtes, les principales fêtes des religions. Tout ça est vu et su dans l'éducation nationale. Donc on peut prendre en compte des questions de ce type. Nous n'avons en aucun cas à les prendre en charge au sein de l'école laïque. Et il est hors de question de servir des repas de nature confessionnelle, par exemple. La question qui est revenue récemment aussi dans l'actualité de ce qu'on appelle les jupes maintenant, les longues jupes, après avoir appelé les longues robes, qui sont appelées abaya dans un certain nombre de textes. Je vous recommande la lecture d'un texte d'une jeune professeure d'anglais, agrégée d'anglais, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, Sophie Mazet, je ne sais pas s'il est trop tard pour envisager de l'auditionner, qui a été une des toutes premières, avec d'autres collègues et la chef d'établissement à ce moment-là, à être confrontée à cette question des abayas. Elle a fait dans la revue Hommes et Migrations de novembre-décembre 2011 un article qu'en bon angliciste elle a intitulé « Voir ou ne pas voir, telle est la question. Est-il si difficile de déterminer le statut d'une tenue au sein d'un établissement scolaire ?» Bon, elle a fait une enquête approfondie sur ce que sont les abayas, sur ce que sont les associations qui promeuvent ce type de tenue et qui soutiennent les jeunes filles qui les portent dans les établissements. C'est sans doute une question qui n'est pas facile à traiter, mais on a lu un peu trop de caricatures sur la question. Personne ne demande qu'on mesure la longueur de la jupe ou qu'on considère la nature du tissu ou son coloris. Il y a là des tenues d'appartenance religieuse, très nettement, et on doit pouvoir les regarder en face. Cela dit, j'ajoute que personnellement, j'ai été très satisfait de la réaction de la ministre de l'Éducation nationale face à la situation rencontrée à Charleville-Mézières, et il est bon que la ministre ait en effet soutenu l'équipe enseignante et l'équipe académique en la matière. La question de l'accompagnement des sorties scolaires, on dit par des mamans, on dit souvent par des mamans voilées, par des mères ou des pères qui peuvent arborer des signes d'appartenance religieuse. Je voudrais rappeler qu'en ma qualité d'inspecteur, j'ai exercé en Seine-Saint-Denis. J'ai été un des tout premiers confrontés à cette question en 2005. J'avais eu à connaître la circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004 du ministère, qui stipule en une simple phrase « La loi ne concerne pas les parents ». C'est la seule occurrence dans la circulaire d'application qui évoque les parents. La loi ne concerne pas les parents. Or, en effet, la loi ne concerne pas les parents dès lors qu'en tant que parents, ils se rendent dans l'établissement scolaire pour rencontrer les professeurs, pour rencontrer la direction, participer à des réunions, à l'initiative des établissements comme à l'initiative d'associations de parents d'élèves, par exemple. Ils peuvent arborer les signes d'appartenance qu'ils souhaitent. Certains peuvent s'en montrer indisposés, mais personne n'a rien à leur dire. La loi ne concerne pas les parents non plus, dès lors qu'ils représentent leur père dans les instances de concertation des établissements, les conseils d'établissement, les conseils d'école. Ils sont élus par leur père à cette fin. On peut supposer que les parents votent en leur âme et conscience et en sachant qui sont ses parents. Ils arborent des signes, des tenues manifestant une appartenance religieuse. On peut là aussi
préféré que les parents s'abstiennent de toute démonstration de ce type dans ces réunions, mais on n'a rien à leur dire. Mais autre chose est à considérer quand les parents d'élèves participent à l'encadrement d'une classe en activité pédagogique. Or, une sortie scolaire, c'est une activité pédagogique, ça concerne toute une classe. Ces parents qui participent, c'est un bel usage, je dirais, de faire appel à des parents pour accompagner des classes au musée, au cinéma, au théâtre, au stade, que sais-je. Eh bien, ces parents participent à l'encadrement de toute une classe et on doit pouvoir considérer, même si le Conseil d'État n'a pas dit la même chose, je crois qu'il y a eu des débats en interne au Conseil d'État là-dessus, importants, qu'ils sont dans cette situation particulière des collaborateurs occasionnels du service public d'éducation et qu'à ce titre, ils se devraient à la neutralité. Au demeurant, ce ne sont pas les personnes que personnellement je ne souhaiterais pas voir dans ces sorties, ce sont les signes. Et comme inspecteur de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis, j'expliquais aux parents et je demandais aux directeurs et directrices d'école de dire aux parents d'élèves que ce n'était pas leur personne qui était en cause, mais le signe. Et nous avons vu des mères d'élèves qui, le matin, accompagnaient leur enfant à l'école maternelle en portant un voile, par exemple, et qui revenaient en début d'après-midi pour accompagner la classe en sortie en l'ayant ôté, prouvant par là qu'elles avaient compris ce que nous demandions et qu'il n'était pas davantage que cela. La ministre de l'Éducation nationale a dit qu'en la matière, accepter les parents d'élèves porteurs de signes devait être la règle, les refuser l'exception. Personnellement, j'aurais trouvé plus clair et plus simple d'application qu'elle ait dit le contraire, c'est-à-dire les refuser devrait être la règle, les accepter l'exception, car on peut admettre d'être, et je crois même qu'on doit vouloir, être ferme sur les principes tout en pouvant se montrer souple dans leur application. Et il peut arriver effectivement que dans telle ou telle situation particulière, pour tel ou tel enfant, dans un rapport particulier avec l'école, pour telle ou telle famille, eh bien, il puisse être important qu'une mère d'élève qui arbore des signes d'appartenance, un signe d'appartenance, participe à une activité, mais il faudrait le lui présenter effectivement dans ces cas-là comme une exception pour que ça fasse réfléchir cette personne et tout le monde sur ce que doit être aussi l'application du principe de laïcité en la matière. Je vais m'en tenir là. Vous avez évoqué, Françoise Laborde, tout à l'heure, la question de l'intégration par l'école, la mission d'intégration de l'école. Je voudrais rappeler juste une mesure sur laquelle nous nous prononçons dans le document, en effet, l'école les défis de l'intégration à l'école, donc au Conseil à l'intégration, où je travaillais, vous l'avez rappelé. Cette mesure, ce sont les enseignements de langue et culture d'origine qui perdurent toujours, qui existent depuis 1973, qui ont fait l'objet de plusieurs rapports contestant le bien fondé de cette mesure qui, au bout du compte, distingue les élèves d'origine étrangère dans le lieu même, l'école de la République, qui doit les rassembler tous. Je rappelle qu'en vertu d'accords bilatéraux entre la France et 8 pays d'origine de l'immigration, des cours dits de langue et culture d'origine, en réalité de cours de langue nationale, sont donnés par des professeurs qui viennent de ces pays, payés par ces pays, la plupart du temps aujourd'hui hors temps scolaire, alors que pendant longtemps on insistait sur le fait que pour bien montrer l'importance qu'on leur donnait, il fallait qu'ils se tiennent sur le temps scolaire. Très concrètement, des enfants d'origine portugaise allaient suivre des cours de portugais pendant que leurs camarades de classe continuaient à faire du français ou des mathématiques dans la classe, par exemple, donc on les distinguait. Cette question, à mon avis, mériterait d'être à nouveau réfléchie et qu'on puisse faire des propositions pour une sortie de ce dispositif qui, il faut bien le dire, dans le temps même où elle a été prorogée, n'a pas permis le développement de l'étude des langues en question comme langue vivante aujourd'hui, langue vivante 1, langue vivante 2, langue vivante 3, dans notre institution scolaire. Et je terminerai juste en rappelant cette phrase, c'est pour ça que je fais le lien, d'un sociologue de l'immigration, hélas disparu prématurément, Abdelmalek Sayad, qui était opposé à cette mesure, les cours de langue et culture d'origine, et disait en 89, au moment de la première affaire de voile, on disait le foulard à l'époque, le foulard était déjà dans l'ELCO. C'est une phrase assez profonde et assez intéressante qui mérite
aujourd'hui encore d'être médité. Je vous remercie.